Salut à tous! Trouver un artefact ancien ne marque pas la fin d'un voyage dans le passé, c'est seulement le début. Quand une découverte est faite, il faut ensuite la comprendre. Cette tâche n'est pas toujours simple et il arrive parfois que les archéologues et les scientifiques ne sachent plus quoi faire. Toutes les découvertes que tu vas voir dans cette vidéo ont posé des problèmes aux spécialistes. C'est parti! Un trésor du XVIe siècle découvert en Roumanie. Dans les forêts denses près de Nurod, dans l'ouest de la Roumanie, un groupe de personnes équipées de détecteurs de métaux est tombé sur un trésor du passé. Le détecteur de Raoul Vlad Suta a bipé pour signaler du métal sous la terre, menant à la découverte de quelques pièces d'argent. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. En creusant plus profond, ils ont déterré un récipient en céramique plein de pièces du début du XVIe siècle. Le résultat final est de 4868 pièces. Ce n'étaient pas de simples pièces, elles étaient des dinars hongrois frappés pendant le règne de Vladislaus, deux rois de Bohême, de Hongrie et de Croatie. En plus de ces dinars, le trésor contenait aussi 3 grands thalers d'argent, pesant chacun un peu plus de 28 grammes et 4 autres pièces qui restent à identifier. Le poids total de cette découverte historique était d'environ 4,5 kg et les pièces à elles seules pesaient environ 3 kg. Conformément à la loi roumaine, les inventeurs ont vite signalé leur trouvaille aux autorités locales. L'État revendique la propriété du trésor, mais les découvreurs peuvent recevoir une récompense comprise entre 30% et 45% de la valeur marchande du lot. Le plus long chantier textile du National Trust. En Angleterre, le National Trust a récemment terminé son plus long projet de conservation textile qui a duré plus de 22 ans. Ce travail gigantesque a porté sur le nettoyage et la réparation de 13 des plus anciennes et grandes séries de tapisseries britanniques qu'on appelle Gideon Tapestry Set. Elles s'étendent sur près de 70 mètres le long du grand mur de la Long Gallery à Hardwick Hall dans le Derbyshire. Chaque tapisserie a nécessité des milliers d'heures de couture minutieuse et a pris 2 ans pour être nettoyée et stabilisée. Maintenant, après plus de 2 décennies, elles sont de nouveau exposées et ornent les murs de Hardwick Hall une fois encore. Les tapisseries de Gédéon tissées en 1578 représentent des scènes de l'Ancien Testament sur l'histoire de Gédéon, un juge choisi par Dieu pour libérer Israël des Madianites. Elles ont été fabriquées à Audenarde en Belgique et destinées à l'origine à Sir Christopher Hatton. Toutefois, après son décès, elles ont été acquises par la puissante Élisabeth comtesse de Shrewsbury, plus connue sous le nom de Bess of Hardwick, en 1592. Au fil des siècles, elles ont subi la lumière du soleil, la suie et la poussière. Leur restauration par le National Trust a permis de préserver leur héritage pour que les générations futures puissent admirer leur beauté et leur importance historique. Une sépulture romaine intrigante au pays de Galles. Dans les paysages verdoyants du pays de Galles, on a mis au jour une sépulture romaine extraordinaire qui raconte une histoire à la fois intrigante et étrange. Un soldat romain reconnaissable à son épée en fer, sa fibule de type arbalète et ses chaussures cloutées a été trouvé enterré à plat ventre, ce qui est inhabituel. Mais il y a plus surprenant, de gros clous ont été découverts derrière son cou, sur son épaule et entre ses pieds, laissant penser qu'il a pu être attaché avant son enterrement. Ce n'était pas l'enterrement à la va-vite d'un criminel ou d'un esclave. Il a été soigneusement placé dans une tombe creusée dans la roche et entouré de planches de bois. L'épée repérée entre ses jambes est une spata, l'arme d'infanterie la plus courante au IIIe siècle de notre ère. Une fibule en argent de type arbalète, la toute première de ce genre découverte au pays de Galles, soulignait son statut élevé dans l'administration militaire ou civile. Cette fibule est devenue un symbole d'autorité de la fin du IIIe jusqu'au milieu du VIe siècle de notre ère et était portée par des responsables militaires ou civils. L'étude du site date la sépulture du IIIe ou IVe siècle de notre ère. Il avait entre 21 et 25 ans à son décès et il n'était pas originaire du pays de Galles. Cette découverte faite dans le Vale of Glamorgan en 2017 a laissé les historiens et les archéologues avec plus de questions que de réponses. Des gravures néandertaliennes à la Roche-Cotard. En juin 2023, une découverte archéologique exceptionnelle a eu lieu. On a identifié des gravures non figuratives, vieilles de 57 000 ans, dans la grotte de la Roche-Cotard en France, considérée comme l'œuvre de Néandertaliens. Cette grotte, située dans la commune, est déjà connue pour le masque de la Roche-Cotard, qui pourrait aussi être un objet façonné par des Néandertaliens. Elle comporte une galerie étroite, un tunnel d'environ 10 mètres de long et 3 salles plus larges. Les gravures récentes, appelées tracés digitaux, marquent une avancée dans notre compréhension de la culture néandertalienne, encore très mystérieuse, surtout en ce qui concerne l'expression symbolique ou artistique. Les scientifiques ont utilisé la photogrammétrie pour produire des modèles en 3 dimensions de ces gravures et les comparer à des marques humaines déjà connues.
Le caractère voulu et organisé de ces dessins montre qu'ils ont été faits intentionnellement. La datation des sédiments signale que la grotte a été fermée il y a environ 57 000 ans avant l'arrivée d'Homo sapiens dans la région. Seuls des outils moustériens liés aux Néandertaliens ont été trouvés là, ce qui soutient l'idée qu'ils en sont les auteurs. On ne sait pas à quoi ces gravures servaient, mais elles renforcent la preuve de la complexité néandertalienne. Une pizza antique dévoilée à Pompéi. Dans l'ancienne ville de Pompéi, on a fait une découverte intéressante qui pourrait nous faire voir la pizza autrement. Pendant l'excavation d'un pâté de maison dans la Reggio 9e, on a mis au jour une fresque qui ressemble étonnamment à une pizza. Mais attention, ce n'est pas la pizza que nous connaissons. La tomate et la mozzarella n'étaient même pas encore arrivées en Italie il y a 2000 ans. Ici, on voit plutôt une focaccia ronde et plate, garnie de fruits d'épices et peut-être d'un fromage aux herbes proche d'un pesto appelé moritum. Le tout est présenté sur un plateau en argent, accompagné d'un cantharos de vin en argent et d'un assortiment de fruits comme des dattes, une grenade, une figue et une guirlande de baies jaunes d'arbousier. Cette représentation rappelle à certains un passage de l'Énéide de Virgile, où des réfugiés troyens mangent une focaccia semblable en arrivant sur la côte du Latium. Mais il ne s'agit pas juste de nourriture. La fresque reflète le concept grec de xénia, qui symbolise l'hospitalité et le lien entre l'hôte et l'invité. Ce genre d'image était populaire dans l'art romain. On connaît environ 300 peintures murales de nourriture dans les villes recouvertes par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Un bouclier viking exceptionnel au Danemark. Dans les contrées verdoyantes du Danemark, on a fait une découverte remarquable qui nous replonge à l'époque des Vikings. Des archéologues danois ont exhumé un bouclier viking très bien conservé qu'on pense vieux de plus de 1000 ans. Ce n'est pas un bouclier ordinaire. Il fait environ 81 cm de diamètre et a été trouvé lors de fouilles près de châteaux de l'époque viking à environ 97 km à l'ouest de Copenhague. C'est la première fois qu'on découvre un tel bouclier au Danemark, ce qui rend la trouvaille encore plus spéciale. Le sol humide de cette zone a aidé à préserver le bois du bouclier au fil des siècles. Confectionné avec des peaux, on suppose qu'il remonte à la fin du Xe siècle. Cela fait penser aux Vikings danois qui, il y a environ 1000 ans, menaient des raids violents sur les côtes de l'Europe de l'Ouest et s'installaient parfois dans certaines régions de l'Angleterre. Peut-on imaginer toutes les batailles que ce bouclier a traversées? Quelles histoires de bravoure et d'aventure pourrait-il nous raconter? Et comment s'est-il retrouvé là où on l'a découvert? Le plus grand dépôt de l'âge du bronze dans les Alpes d'Oberhauptstein. Dans les Alpes d'Oberhauptstein, des archéologues ont fait une découverte surprenante sur un ancien champ de bataille romain. Ils ont trouvé un dépôt métallique de la fin de l'âge du bronze, renfermant plus de 80 objets en bronze pour un poids total d'environ 20 kg. Ce trésor du XIIe ou XIe siècle avant notre ère est notable par sa taille, mais aussi par son contexte historique. C'est le dépôt le plus grand et le plus important de l'âge du bronze, jamais mis au jour dans le canton des Grisons. Avant cela, le site avait déjà révélé plusieurs objets romains comme des projectiles de fronde, des clous de sandales et un poignard richement décoré, tous de l'époque augustéenne. Ces trouvailles pointent vers un gros affrontement militaire entre la population locale de la tribu Suénite et 3 légions romaines menées par le futur empereur Tibère et son frère Drusus en 15 avant notre ère. C'est le seul champ de bataille romain confirmé en Suisse. Les recherches ont commencé en 2021 pour étudier les traces de ce conflit entre Rome et les Suénites et c'est en octobre 2022 qu'on a découvert ce dépôt. Il était bien compact, suggérant qu'il était autrefois dans une caisse en bois enveloppée de cuir. On y trouve des blocs de cuivre brut, des fossiles des haches, des fragments de scie et des éléments de bijoux. De façon intéressante, tous ont été abîmés avant d'être enfouis, peut-être pour une offrande. Une épée octogonale rarissime à Nordlingen. On apprend aussi que des archéologues à Nordlingen, dans l'ouest de la Bavière, ont mis la main sur une épée de l'âge du bronze dans un état exceptionnellement bon. Elle date de la fin du XIVe siècle avant notre ère, pendant l'âge du bronze moyen. Sa garde octogonale en bronze est incroyablement bien préservée et brille presque comme à l'origine. C'est une découverte très rare parce qu'elle a été trouvée dans un tumulus intact, ce qui est inhabituel pour cette période. La plupart des monticules funéraires de cette époque ont été pillés ou détruits depuis longtemps au XIXe siècle à cause du développement agricole ou industriel. On a trouvé l'épée aux côtés des squelettes d'un homme adulte, d'une femme adulte et d'un adolescent sans connaître leur lien. La garde octogonale a été façonnée à travers un procédé complexe de coulées superposées avec des dessins géométriques gravés et des incrustations. Les épées à garde octogonale apparaissent presque uniquement dans le sud de l'Allemagne et dans la zone nord de l'Allemagne et sud du Danemark. La comparaison des méthodes de coulée et de décoration indique qu'il existait à la fois des copies de modèles originaires du sud de l'Allemagne et des épées importées peut-être fabriquées par des forgerons venus d'ailleurs. Même si c'était sûrement une arme de guerre,
elle est vraiment magnifique. Bijoux et textiles de l'âge du fer à Hallstatt. Dans la charmante localité de Hallstatt en Autriche, des archéologues ont mis au jour une sépulture de crémation du début de l'âge du fer, renfermant de nombreux bijoux en bronze et des fragments textiles rares. Parmi les offrandes funéraires, on a trouvé des disques en spirale en fil de bronze, sans doute des fibules, un large bracelet côtelé, un couteau en bronze avec des restes de son manche en bois, un morceau de fer venant d'une boucle de ceinture et un os d'animal peut-être issu d'une offrande alimentaire. Une découverte particulièrement intéressante concerne les traces de tissu sous les disques en spirale, montrant que des pochettes en tissu pouvaient contenir les cendres. C'est important parce que dans d'autres sites, on utilisait souvent des urnes, mais on n'en voit presque pas à Hallstatt. Cette ville est très connue pour sa mine de sel en exploitation depuis plus de 7000 ans. Le cimetière, situé en hauteur dans la vallée de Salzbourg, est l'un des plus grands sites préhistoriques d'Europe. Il a servi de 850 à environ 350 avant notre ère, et les objets de luxe déposés avec les morts montrent la grande richesse et les vastes échanges commerciaux liés au sel de Hallstatt. Le terme Hallstatt a même été repris pour désigner une culture et une période spécifique de la préhistoire européenne. Thème mystérieux. Au fond glacial de la mer du Nord, à près de 300 mètres de profondeur, des plongeurs norvégiens ont fait une découverte qui défie toutes les explications connues. Une structure colossale d'une forme géométriquement parfaite repose silencieusement dans les profondeurs comme le gardien d'un secret perdu depuis des millénaires. Baptisée la Sentinelle d'Oseberg, cette imposante formation submergée intrigue les scientifiques et archéologues du monde entier. Au début, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'une épave recouverte de sédiments et de coraux. Cependant, en analysant sa surface et sa composition, ils ont constaté que la structure ne ressemble à aucun navire connu. Son design évoque un vaisseau futuriste, comme si elle avait été sculptée avec un objectif précis. Les marques d'érosion suggèrent qu'elle se trouve là depuis au moins 12 000 ans, ce qui contredit tout savoir historique sur l'existence de civilisations avancées dans cette région. Autour de la sentinelle, des formations rocheuses surgissent du fond marin comme les piliers d'un ancien temple englouti. Certaines de ces colonnes émettent une faible lueur, une luminescence naturelle que les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer. Un sonar de haute précision a détecté des cavités internes dans la structure, indiquant que son intérieur pourrait contenir des passages ou des chambres cachées. Le gouvernement norvégien a classé cette découverte comme étant d'intérêt historique et scientifique, limitant l'accès au site. Les théories sur son origine vont d'une civilisation disparue à des vestiges d'une technologie inconnue. Serait-ce un monument d'une culture oubliée? Un vaisseau qui n'a jamais refait surface? Le mystère demeure et la sentinelle d'Oseberg est toujours là surveillant l'océan, attendant que quelqu'un finisse par percer son secret. Une falaire d'argent fascinante à Vindolanda. Pendant la saison de fouilles actuelle au fort romain de Vindolanda en Angleterre, des archéologues bénévoles ont fait une découverte captivante. Il s'agit d'une falaire en argent décorée de la tête de Méduse. Les falaires étaient de petits disques fixés sur la cuirasse que les soldats romains portaient lors des défilés militaires, et celle-ci montre le visage effrayant de Méduse avec ses serpents pour cheveux et son regard hypnotique. Cette découverte vient s'ajouter à l'histoire archéologique déjà riche de Vindolanda, où l'on a bâti 9 forts en bois ou en pierre entre l'an 85 et 370. Ce site près du mur d'Adrien en Grande-Bretagne offre des informations précieuses sur la vie à la frontière et a livré des trésors remarquables comme des chaussures bien conservées, des tissus, des objets en bois et les fameuses tablettes de Vindolanda, les plus anciens documents préservés en Grande-Bretagne. En plus de la falaire en argent, les fouilles de cette saison ont révélé d'autres objets de la vie militaire, dont des pointes de lance et de javelots de la poterie, une perle, une fibule à archer, une chape de fourreau en alliage de cuivre et un sabot de bain en bois très bien préservé. Tous ces objets sont actuellement en cours de conservation dans le laboratoire de Vindolanda et feront partie d'une exposition en 2024 dédiée aux découvertes récentes. Un ceinturon de cocher en Sibérie. Dans la région d'Ashkishki, en Khakassie en Sibérie, une importante trouvaille archéologique a vu le jour pendant des fouilles de sauvetage pour agrandir une voie ferrée. On a découvert la tombe d'un homme de la fin de l'âge du bronze portant une ceinture rare de conducteur de char. Cette ceinture, formée d'une plaque de bronze plate avec 2 crochets courbés, rappelant un joug, servait à fixer les rênes à la taille afin de libérer les mains pour le combat. La tombe se situe entre le 11e et le 8e siècle avant notre ère, quand la culture lougove dominait la région. Le site funéraire reflète la phase intermédiaire de cette culture. La tombe est une structure carrée en pierre, coiffée d'un tumulus de terre. L'homme était inhumé avec divers objets en bronze, dont un couteau, des bijoux et la fameuse ceinture.
Fait notable, on ne trouve aucune trace de char dans les tombes sibériennes de cette époque. Les spécialistes ont compris la fonction de la ceinture en la comparant à des pièces découvertes dans des tombes chinoises où il y a des chars et à des bronzes de la dynastie Shao. Cette découverte enrichit notre connaissance de la culture Lugoff et indique aussi des ressemblances possibles avec des civilisations éloignées. La cape à plumes Tupinamba du XVIIe siècle. Imagine la scène. Dans les couloirs silencieux d'un musée, un objet frappant retient ton regard. Une cape rouge d'environ 1,80 m de haut entièrement faite de plumes d'oiseaux. En t'approchant, tu vois qu'elle a été réalisée en attachant des milliers de plumes entre elles avec une corde fine, formant un réseau dense mais souple. L'étiquette mentionne une cape Tupinamba du Brésil du XVIIe siècle, fabriquée par des peuples autochtones avec des plumes et des fibres végétales. Mais ces informations restent assez limitées comparées à ce qu'on trouve sur des œuvres occidentales. Il ne subsiste que 11 capes de ce genre issues des XVIe et XVIIe siècles et toutes sont dans des collections européennes. Ces objets étonnants soulèvent beaucoup de questions sur leur rôle, la manière dont on percevait les Tupinamba, leur trajet jusqu'en Europe et le type de musée idéal pour les abriter. Les observateurs européens de l'époque décrivaient ces objets en plumes comme des tenues de luxe pour des cérémonies ou la guerre. Cependant, des études récentes montrent que pour les Tupinamba, ces capes de plumes s'inscrivaient dans un cadre religieux et chamanique car les oiseaux étaient vus comme des créatures sacrées reliant le monde matériel à l'immatériel. Pour les Tupinamba, porter des vêtements de plumes les changeait en êtres similaires à des oiseaux invoquant de grandes forces à travers des rituels. La valeur de la cape tenait autant à sa confection qu'à son usage rituel et aux relations complexes entre humains, animaux et nature.